Bonjour Yann. Alors tu es responsable de l'innovation chez Voyage SNCF. Effectivement, je suis en charge de l'innovation, je suis le directeur du produit de voyagesncf.com et donc j'ai notamment en charge l'innovation et toutes les démarches d'innovation qu'on peut mettre en place au sein de voyagesncf.com. Alors Voyage SNCF, c'est 1100 personnes à peu près? Ouais, c'est 1100 personnes, voyagesncf.com, sur plusieurs sites en France et aussi à l'étranger, puisqu'on a une activité à l'étranger avec un peu plus de 800 à 900 millions d'euros qui sont réalisés hors France, dont 450 millions d'euros hors Europe. Et sur ces 1100 personnes, 300 personnes sont des développeurs. Effectivement, dans les équipes, on a la chance d'avoir de nombreux développeurs. Après, en tant que leader du e-commerce en France, c'est vrai que et puis ça fait 15 ans qu'on fait finalement du digital au sein de voyagesncf.com. Donc on s'est équipé d'une armada de développeurs-ingénieurs pour faire évoluer et maintenir à jour nos sites, nos applications mobiles et l'ensemble des interfaces digitales de voyagesncf.com. Donc à l'intérieur de ces 1100 personnes, tu as une direction de l'innovation avec beaucoup de monde. Avec peu de monde en propre, mais beaucoup de monde dans l'entreprise qui est mobilisé sur l'innovation. Effectivement, on est plutôt dans un modèle où l'innovation va être distribuée. Elle est incarnée par une direction chez moi, mais elle est plutôt distribuée au sens où, au sein de chacune des directions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, DRH, direction de la communication, juridique, finance, les business units, le marketing, etc., on a un représentant qui représente son équipe, donc qui remonte les besoins de sa direction et qui redescend ce qui est fait en termes d'innovation à sa direction. Et donc ça, c'est 14 personnes qui sont fédérées par un groupe de travail qu'on appelle une équipe cœur, une core team, innovation. Alors vous avez beaucoup adopté les méthodes agiles et aussi DevOps. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors tout à fait, au sein de voyagesncf.com, on a mis en place il y a quelques années sur le volet de développement des méthodes autour de Scrum, donc qui ont permis effectivement de s'organiser avec des sprints, et on a appliqué ça aussi sur la logique opération, d'où effectivement le terme DevOps. Donc ça, c'était il y a 2 ans, avec la capacité qu'on a à fournir ce qu'on appelle des usines logicielles, c'est-à-dire des espaces qui peuvent permettre d'accueillir différentes versions du site et de les tester, donc avec toutes les différentes phases associées. Donc ça, c'est le point lié à DevOps. Et puis on allait au-delà depuis 12 mois, puisque on a adossé à ça une approche, on va dire, agile complète, c'est-à-dire que on a créé des feature teams, c'est-à-dire selon nous des mini-startups internes. Ces mini-startups, ce sont 15 équipes qui sont au sein de la direction de produit et donc qui regroupent toutes les compétences de l'entreprise. Et pourquoi on dit que c'est des startups internes? Parce que finalement, elles sont très autonomes, très responsables. Dans ces approches-là, on a un product owner, un scrum master, un UX, un UI, un développeur front, back, etc. Plus les acteurs opérationnels en charge de la mise en production. Et donc, ces équipes de 10 à 12 personnes sont des équipes intégrées et autonomes et responsables et vont en production quasiment de manière autonome, ce qui permet d'aller très très vite en production. Alors c'est ça qui est surprenant, c'est que finalement c'est un peu comme s'il y avait 15 petits voyages SNCF, ils sont tous autonomes et ils font un peu leur soupe dans leur coin. Ouais, après ils répondent à des enjeux business ou à des enjeux clients. Donc en fonction des retours clients qu'on peut avoir par rapport à notre site, par rapport à ces évolutions, on a 1,3 million de contacts clients par an. Et bien finalement, ils vont prendre en compte les demandes des clients pour faire évoluer les sites. Et puis bien sûr, il y a des enjeux en termes de business, il y a des nouvelles offres à lancer, il y a des nouveaux services à valoriser qui sont développés. Et donc ça, il faut les mettre en avant. Donc ça fait partie de leur feuille de route. Si tu veux, au départ, ils ont un cadre. On a finalement une cérémonie qui est la remise des clés au lancement de l'équipe, dans lequel on leur remet une note de cadrage. Et à partir de cette note de cadrage, qui est pour moi un bac à sable, dans ce bac à sable, ils vont effectivement décider de faire ce qu'ils veulent avec les moyens qu'on leur met à disposition. Mais le cadre est défini, ils n'ont plus qu'à peindre à l'intérieur de ce cadre. Donc ces 15 entités sont très autonomes, elles peuvent donc innover très rapidement. Mais alors comment on peut faire pour innover 15 fois ou plus d'ailleurs en même temps, à différents endroits et en maintenant la cohérence de l'ensemble? Sur la cohérence, il y a 2 types de cohérence à mon avis à maintenir à minima. Il y a une cohérence technique, donc on partage quand même des guidelines, des recommandations en termes de développement, et donc ça c'est important en termes de
de langage de développement, en termes de technique de développement. Donc il y a une cohérence technique qui est donnée. Et la deuxième, c'est la cohérence expérientielle. Et sur ce deuxième volet, l'ensemble des équipes sont formées et sensibilisées à notre ambition en termes d'expérience client. Et donc il faut que ces innovations, elles viennent pas dégrader la qualité technique et la qualité d'expérience client. Et donc c'est pour ça que le fait d'avoir intégré des développeurs seniors, ce qu'on appelle des lead dev ou des UX UI au sein de ces équipes-là, ce sont ces personnes-là qui sont garantes du fait que les innovations, les évolutions sont compatibles par rapport à quelque chose qui est plus grand, qui est la qualité de l'expérience bout en bout sur le site. Donc c'est une sorte de, finalement, qualité totale qui se fait un peu naturellement, quoi. Il n'y a pas véritablement de pyramide d'autorisation. Non, les équipes dédient une partie de leur bande passante à l'expérimentation, à la créativité, et ça peut monter jusqu'à 20% de la bande passante des équipes de ces 15 startups qui est dédiée à l'innovation ou, puisque tu soulignes le point, à de la mise en qualité de l'existant. D'accord. Alors, justement, en termes de résultats, un des premiers résultats évidents, c'est que ça a libéré les cerveaux, comme tu m'as expliqué tout à l'heure. Tout à fait, effectivement. En fait, ces équipes, au-delà d'être autonomes et responsables, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elles ont le droit à l'échec, le droit à l'erreur. Pourquoi ? Parce que déjà, elles vont en production, pour la plupart d'entre elles, tous les 15 jours, alors qu'avant, il y a quelques années de ça, le site évoluait tous les 3 à 4 mois. Et donc, par définition, quand on peut corriger très vite une tentative, une intention, une erreur peut-être, on est libéré parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire évoluer très vite quelque chose qui a été mis en œuvre. Ça, c'est le premier point, qui a libéré leur intellect. On leur a libéré leur énergie en leur dédiant de la bande passante pour ça au sein de ces équipes-là. Et le troisième point, c'est qu'on a aussi libéré le management, puisque au travers des évolutions qu'on peut être amené à faire, on est souvent ou de temps en temps pas tous d'accord sur comment faire évoluer le site, quelles nouvelles fonctionnalités proposer, quelle représentation on doit faire de cette fonctionnalité, où est-ce qu'on doit mettre le bouton, etc. Vous savez, c'est le grand problème finalement des managers aujourd'hui et de leur place dans l'entreprise. Et donc, effectivement, le manager contrôlant doit être dans un manager aidant, mais il veut continuer à contrôler. Et donc, pour l'aider, finalement, ce que les équipes font, c'est qu'elles peuvent A/B tester, c'est-à-dire proposer une version originale, une version évoluée A et B, et tester les trois. Et finalement, c'est le client qui donnera raison à la version qui cliquera le plus ou qui sera la plus appréciée du client. Et donc, ça libère aussi des combats internes sur des évolutions. Alors, pour conclure, les résultats en termes d'innovation sur la plateforme voyagesncf.com, en 2013, c'était 4 mises en production par an, et puis ça s'est beaucoup accéléré. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe depuis 2 ans ? Tout à fait. Il y a 3 ans, on était à 4 mises en production par an. En mois de juin, on a fait 19 mises en production sur le mois. Donc c'est effectivement une transformation assez phénoménale, qui est donc issue de toute la transformation agile que l'entreprise a mise en œuvre, pas que au sein de ses équipes techniques, technologiques, au sein de VSC Technologies, mais bien au sein de l'ensemble des équipes, avec des équipes business qui se sont aussi agilisées et qui se sont mis dans ces rites-là. Et donc c'est quand même une transformation hyper importante de l'entreprise qui a permis de passer ce cap-là et donc d'arriver à des mises en production beaucoup plus fréquentes et donc forcément de tester des choses. Alors grand intérêt pour l'innovation, effectivement, de pouvoir changer en gros le produit autant qu'on veut, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un effet pervers sur la perception de l'utilisateur qui pourrait aussi être perdu parce que le bouton qui était à gauche devient à droite, etc. On pourrait avoir ce type d'effet-là, effectivement, et c'est aussi pour ça que c'est important qu'il y ait des communautés de pratiques qui transversalisent finalement ce qui est fait. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est que, par exemple, il y a un UX ou un UI par mini-startup interne, mais eux-mêmes, les 20 UX UI de mes équipes discutent entre eux en disant « Attention, tu fais évoluer la homepage, la page d'accueil, moi je fais évoluer le devis, est-ce qu'on est compliant, est-ce qu'on est compatible par rapport à l'idée qu'on s'en fait en grand et par rapport au lien entre ces deux pages ?» Et donc c'est là où il faut aussi transversaliser avec des communautés de pratiques, UX, UI, mais aussi dev, typiquement sur les langages de dev qui sont utilisés, pour finalement contrecarrer le fait que ça évolue en silo et bien faire en sorte que ce soit une évolution cohérente du site et des applications. Dernière question, donc toute cette innovation elle permet de tester de nouvelles choses.
Et dans les choses que vous testez en ce moment même, il y a la fameuse application Amazon Echo. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça va se passer? Donc sur Amazon Echo, c'est un boîtier finalement qui peut ressembler à ces fameuses enceintes sans fil qu'on a eu là tous sur les 2-3 dernières années. C'est un boîtier qui est incarné physiquement et qui dedans comprend un agent conversationnel avec lequel on va pouvoir converser pour lui demander des services, lui demander la météo, et puis aussi lui demander des idées de voyage en train, des idées de prix de billets. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va interroger Amazon Echo, aujourd'hui en anglais, donc, qui est disponible aux États-Unis, et puis on va finalement l'utiliser pour savoir quels sont les meilleurs prix et réserver un billet de train au travers de cette interface. Ce qui est intéressant pour le client, c'est qu'on n'est plus dans une approche formulaire web classique, on est dans une approche déstructurée où finalement c'est le langage qui est l'élément le plus complexe à analyser, qui permet de commander un billet, et donc c'est vraiment, ça libère finalement la parole de nos clients. Et éventuellement, l'expérience utilisateur du futur, ce sera de pouvoir commencer sa commande par oral et peut-être de la finir sur le site web et de la conclure sur le mobile, pourquoi pas. Tout à fait. C'est effectivement cette approche cross-canal, cross-device, et ce continuum dans l'expérience qu'on doit proposer à nos clients, c'est de pouvoir commencer avec le device ou l'interface qu'ils souhaitent et de finaliser avec l'interface qu'ils souhaitent ou qu'ils utilisent le plus.